Cette enquête commence à Çatalhöyük, en Anatolie centrale, un lieu emblématique de cette révolution néolithique. L'un des éléments qui signe le néolithique est l'apparition des premières zones d'habitat densément construites. Et Çatalhöyük est l'une des plus anciennes exhumées à ce jour. Les datations au carbone 14 d'artefacts retrouvés sur le site témoignent d'une occupation sédentaire à partir de la fin du 8e millénaire avant Jésus-Christ. Alain Froment, médecin, anthropobiologiste et ancien conservateur des collections au Musée de l'Homme, vient prendre connaissance des dernières fouilles réalisées sur le site. Il y retrouve Ali Umut Turkan, l'archéologue turc qui supervise les recherches. Donc ici, on voit clairement un mur. Oui, c'est bien un mur. Là, avec des briques. Avec du plâtre. Et aussi, on aperçoit le trou laissé par une poutre. Quand il voulait construire une nouvelle maison, il démolissait la partie supérieure de l'ancienne et se servait des gravats pour niveler et reconstruire. En 1958, les Britanniques James Mallard, David French et Alan Hall découvrent Çatalhöyük lors d'une fouille. Avec 14 hectares, c'est à ma connaissance le plus grand tel néolithique du Moyen-Orient et de l'Europe du Sud, et peut-être du monde. Le néolithique, c'est plusieurs composantes. C'est la domestication des plantes, des animaux, c'est la sédentarisation, c'est la fabrique de poterie, c'est un outillage qui change, la pierre polie. La transition néolithique s'est faite progressivement, pas au même rythme, mais pas tout à fait à la même époque selon les continents. C'est la première fois dans l'humanité que ça arrive. Sur ce site, la domestication existe depuis le début. On a prouvé qu'ici, il y avait eu la consommation de moutons, de chèvres, de cochons ou encore d'autres espèces comme des chevaux. Ces espèces ont une place essentielle dans l'alimentation des habitants, surtout pour l'apport en graisse. Les ovins et les caprins constituent la principale source de protéines. Mais le plus important à Çatalhöyük, ce sont toutes les formes domestiquées du blé et de différentes céréales. Par exemple, du petit épeautre ou de l'amidonnier, de l'avoine. On retrouve aussi des légumineuses comme des pois chiches, des lentilles. Au néolithique, on va avoir une restriction à des choses qui sont beaucoup plus rentables en termes de calories, en termes de facilité d'accès, de production. L'agriculture, ça vous permet non seulement de consommer ce qui est disponible, mais de fabriquer des nouveaux champs. Mais si vous prenez une prairie et que là, vous semez du blé là où il n'y en avait pas, eh bien, c'est ça l'agriculture. C'est le geste de fabriquer de la ressource, même là où il n'y en avait pas. Et puis, c'est bien sûr la multiplication de la ressource. Par exemple, si je plante un grain de maïs, je récolte un épi de maïs, donc peut-être 200 grains. Donc, j'ai multiplié par 200 ma capacité de production. Au néolithique, le changement de nourriture va se concentrer donc vers des super-aliments, super-céréales, etc. On n'est plus limité par la capacité de portage de l'environnement naturel. On est en train de fabriquer son propre environnement. Ici, c'est une nouvelle zone, fouillée l'année dernière. Selon vous, ceci est une rue. Donc c'est une structure urbaine? Oui, une structure urbaine. Et là, il y a un autre quartier.
Et ça, ce sont les niveaux supérieurs, les plus récents. Oui, les niveaux supérieurs de ce monticule. Le processus s'étend sur 1200 ans avec 16 couches successives d'urbanisation qui s'échelonnent entre 7200 avant Jésus-Christ et 5950 avant Jésus-Christ. Sur certaines périodes, entre 5000 et 8000 personnes vivaient dans cette ville, ce qui est un chiffre très élevé pour l'époque. On l'observe pratiquement qu'ici. Deux phénomènes contribuent à cette augmentation de population. La sédentarisation et l'amélioration de l'accès aux ressources alimentaires. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs sont stables, donc font peu d'enfants. Soit parce qu'il y a une forte mortalité infantile, soit tout simplement parce qu'eux-mêmes régulent leur natalité en espaçant les naissances et en prolongeant l'allaitement. À partir du moment où les gens se posent, ils peuvent augmenter leur fécondité. Les scientifiques ont estimé que la population mondiale est multipliée par 25 au néolithique en moins de 5000 ans pour atteindre peut-être 2 millions de personnes en Europe, 4000 ans avant Jésus-Christ. Si les fouilles archéologiques permettent d'identifier quels sont les aliments consommés par cette population du néolithique, il est plus compliqué de déterminer comment ceux-ci étaient préparés, consommés. Pourtant, comprendre les techniques utilisées dans la cuisine permet aussi de mieux cerner le mode de vie de nos ancêtres. Cette approche est la spécialité d'Anne Flouest, ancienne conservatrice du musée de Bibracte. Elle cherche à reconstituer les recettes du passé à partir des résultats de découvertes archéologiques, mais aussi d'expérimentations qu'elle réalise. Allez, je teste ce beau silex que tu m'as ramené tout blond, de Pressigny, je crois. Pressigny. Ça coupe bien, hein? J'en reviens pas. Découper, préparer les aliments, ça se fait au couteau, alors en silex, mais va s'en rajouter la céramique, qui est quand même la grande invention géniale du néolithique, puisqu'on a la première matière artificielle qui est remarquable, puisqu'avec de l'argile, de l'eau et du feu, on va pouvoir faire un récipient qui résiste au feu et qui est étanche, d'où la cuisine bouillie. Cuire à l'eau, que ce soit au néolithique, que ce soit aujourd'hui, la viande, elle se comporte pareil. Donc je vais le laisser cuire plusieurs heures, minimum 3 heures, parce que quelle que soit l'époque, la viande, il faut le même temps pour que le collagène se décompose et que la viande ne soit pas dure. Puis avec le bouilli, on va avoir les mélanges aussi, la cuisine mélangée, avec ce mélange de légumes et de viande, ce mélange de liquide et de solide. Tout ça, on ne l'avait pas au paléolithique, on n'a que le grillé. Je pense que ces associations changent énormément les apports nutritifs et puis la façon de vivre aussi. L'archéologie expérimentale permet d'appréhender les gestes, les méthodes de préparation, de retrouver les saveurs. Autant d'éléments qui ont pu influencer les choix des hommes du néolithique lorsqu'ils ont privilégié certains aliments plutôt que d'autres. Mais ce changement de mode de vie et de l'alimentation est-il celui d'une population spécifique qui aurait migré ou s'est-il propagé de groupes humains en groupes humains par acculturation? À l'université de Vienne, Ron Pinazzi a imaginé un moyen de répondre à cette question. Il a décidé de comparer l'ADN des populations néolithiques en Europe, au Proche et Moyen-Orient, avec celles qui ont précédé cette révolution. Le premier défi à relever était de récolter des échantillons d'ADN de bonne qualité sur des squelettes provenant de toute cette zone géographique et sur une échelle de temps allant du 11e millénaire au 5e millénaire avant Jésus-Christ. Avec mon équipe, nous cherchions le meilleur endroit où l'on puisse trouver de l'ADN préservé. Et nous nous sommes intéressés à l'un des os les plus denses du corps humain, l'os temporal. Il se trouve ici, dans l'oreille interne. On y trouve de l'ADN qui est 100 fois mieux conservé qu'ailleurs.
Avec un petit sableur, on commence le nettoyage et l'extraction, jusqu'à isoler ce qu'on appelle le limaçon, qui est ensuite réduit en poudre. L'analyse de plusieurs centaines de ces échantillons a permis de constituer une base de données à partir de laquelle l'équipe de Ron Pinasi a répertorié l'ADN des populations néolithiques dans l'espace et dans le temps. Ils ont également comparé l'ADN de ces populations avec celle de chasseurs-cueilleurs présents sur les mêmes zones géographiques avant l'apparition du néolithique. Le scénario qui ressort de nos recherches sur l'ADN ancien est qu'il y avait une population, disons, de chasseurs-cueilleurs et une autre nouvelle qu'on peut appeler des fermiers. Eh bien, nous avons démontré que cette nouvelle population a complètement remplacé l'ancienne. On ne sait pas comment s'est produit ce remplacement. Ça a peut-être été violent, ou ce sont les chasseurs-cueilleurs qui sont partis. Toujours est-il qu'on ne constate aucun mélange génétique entre les deux populations. Ces gens, ces fermiers, sont arrivés en Europe du Sud et ont apporté avec eux l'agriculture. Ils sont tous identiques génétiquement. Il y a eu plusieurs vagues, dont l'une passe par la Méditerranée et l'autre par le corridor du Danube. Toutes les populations du néolithique, en Europe comme au Proche et Moyen-Orient, auraient donc une origine génétique commune. Les premiers éleveurs-agriculteurs sont apparus dans la région du Croissant fertile, puis ont progressivement migré vers l'ouest. Ils ont peu à peu pris la place des populations locales en créant leurs colonies, transportant leur mode de vie, leur bétail, leurs graines de céréales, leurs techniques d'élevage et d'agriculture, leur alimentation.